la famille, en fait, c'est le premier groupe dans lequel on apprend à se comporter socialement. C'est également le groupe dans lequel on va tester en premier ses comportements et c'est un groupe où on va finalement assumer une identité et où on va penser que les autres nous attendent d'une certaine manière, attendent de nous certains efforts, certains comportements. C'est un microcosme de laboratoire et donc du coup au bout d'un certain temps je pense qu'on y est aussi très confortable et ça suit son chemin. Moi j'ai toujours dans tous mes bouquins envie de parler de la famille pour justement les relations qui unissent les différents membres. Dîner. Le dîner de famille, c'est vraiment un élément, je dirais, fondateur, en tout cas pour nous Français, puisqu'il paraît qu'on a une réputation à l'étranger de parler de manger quand on ne mange pas, de parler de manger quand on mange, de parler du prochain repas pendant le repas qui se déroule. Donc il y a une espèce de tradition nationale autour de l'alimentation et il y a ce fameux dîner de famille. Et le dîner de famille, c'est généralement le moment où les secrets vont être révélés, c'est généralement les moments où finalement on va parler des choses importantes, les fiançailles, les engagements, ça se fait généralement autour d'un dîner. Et il y a également cette espèce de relation privilégiée avec les autres qui va être plus perceptible pendant qu'on a cette occupation sociale qu'est le repas. Rôle. Moi je pense, et c'est aussi ça qui m'intéresse, qu'au sein d'une famille, on a tous un rôle. Un rôle qu'on veut prendre parfois, et parfois un rôle qu'on ne souhaite pas forcément mais qui nous colle à la peau parce qu'on nous l'a mis là et ça nous va bien. On va être de toute façon, en fonction de sa position dans la famille, la tante célibataire, la petite dernière, ou l'enfant du milieu, ou l'enfant prodigue, ou celle qui est jolie, ou celui qui se comporte mal à l'école. On va avoir un rôle qui va nous coller à la peau. Et en fait, je trouve, j'en ai parlé avec d'autres gens bien évidemment, mais je trouve qu'il est extrêmement difficile de se débarrasser du rôle qui nous est tombé dessus au sein de la famille. C'est très difficile de se débarrasser de cette étiquette-là, peut-être parce que c'est la première, peut-être parce que c'est aussi très difficile pour les gens qui nous connaissent le mieux d'un jour reconnaître que l'étiquette ne nous correspond pas et qu'en fait ils ne nous connaissent pas. Je crois que ce rôle familial, c'est une des choses qui pèse beaucoup sur les gens. Alors bien sûr pas sur tout le monde, mais c'est quelque chose avec lequel j'avais envie de travailler, quelque chose moi qui m'intéresse. Cadeau. Le roman de Si jolie boîte, il commence au matin de Noël, il commence, enfin au matin, il est minuit et demi, au moment où les gens reçoivent leurs cadeaux et la fille aînée va recevoir un cadeau atypique puisqu'il s'agit d'un lot de petites boîtes en bois, enchâssées, très jolies, et sa mère lui offre ça en pensant que c'est pour son maquillage puisque la fille aînée, elle a l'étiquette très jolie. Et en fait, il se trouve que c'est une boîte de peinture. La fille aînée l'identifie comme une boîte de peinture et ça va la ramener à ses ambitions artistiques qu'elle a abandonnées au lycée. Les cadeaux qu'on fait aux autres et les cadeaux qu'on nous fait disent beaucoup de choses sur nous et sur la façon dont on perçoit les autres. Parce qu'on va faire aux gens des cadeaux qu'on pense qu'ils vont aimer, bien évidemment, et on reçoit des cadeaux qui nous disent, nous renseignent la façon dont les autres nous perçoivent. Au sein d'une famille, c'est très intéressant de voir quels sont les cadeaux offerts, notamment ceux que l'on reçoit, mais ceux que l'on offre, la façon dont ils sont perçus, parce que ça en dit beaucoup justement sur la façon dont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins nous perçoivent, et qui est parfois très éloigné de la personne que l'on est. L'un des éléments importants en fait dans le roman de Si jolie boîte, c'est l'ambition artistique de la fille aînée et je me suis heurtée au moment d'écrire l'ambition artistique de Clémence à la difficulté de créer dans le texte des tableaux, puisque moi je ne suis pas peintre. Et donc il y a eu cette volonté de ma part d'essayer de trouver un artiste dont je pourrais décrire le travail. Et je l'ai trouvé en la personne de Jean-Christophe Ditreuil, donc qui m'a permis d'utiliser ses œuvres pour les décrire dans le roman. Et c'était rigolo à faire du coup, d'aller sélectionner les œuvres de l'artiste pour pouvoir les décrire, d'utiliser mes mots pour les décrire. Ça se trouve, lui, il emploierait des mots très différents, mais j'ai trouvé cet exercice extrêmement intéressant à faire.